Donc, bonsoir. Je vais me présenter un petit peu. Sinon, c'est ça. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Je suis une maman de 2 enfants, un 2 ans et demi et un 5 mois. Je suis enseignante à Losqueville, où je réside. Je fais partie, en fait, vous participez à la fin de ma maîtrise, finalement. C'est un de mes 2 travaux qui me reste à faire pour terminer le tout. Donc, de parler d'un sujet qui, parmi les cours que j'ai suivis là-dedans, m'a marqué. Vous comprendrez qu'avec l'âge de mes enfants, je suis en plein là-dedans. C'est le premier cours, finalement, que j'ai suivi à la maîtrise. Et c'est celui qui m'a donné la piqûre pour tout ce qui est développement de l'enfant, tout ce qui est nouvelles approches aussi, parce que la théorie de l'attachement a une 50aine d'années à tout le moins. C'est vraiment un sujet qui vient me chercher. Je travaille à l'école avec des enfants d'âge scolaire, mais c'est tout ce qui est la fondation, finalement, des enfants. On part vraiment du 0-5 ans et on les amène un petit peu plus loin en fonction de ce qu'on voit à l'école. On peut aller retrouver ce qu'on a aux 0-5 ans aussi. Donc, d'emblée, j'ai envie de vous dire que c'est pas une recette magique, c'est pas une théorie magique qui va régler tous les problèmes des enfants et des parents. C'est en fait, il n'y a pas de réponse universelle, hein, en général. Il y a une réponse pour cet enfant-là, pour ce parent-là qui est avec lui et à ce moment-là de leur histoire commune. Il n'y a pas c'est ça, c'est pas une recette magique qui s'applique à tous les enfants. Donc, d'un enfant à l'autre, même s'ils sont tous de parents, des mêmes parents, finalement, il n'y a jamais de recette magique. La théorie de l'attachement, c'est vraiment une façon de faire. C'est une façon... Bonjour! C'est une façon d'approcher les enfants. C'est une façon d'intervenir avec eux. Le plan de la rencontre, en fait, ça va être, c'est assez simple. Je voulais vous dire aussi d'emblée, s'il y a des trucs pas clairs, si vous voulez des explications, si levez la main. Moi, je suis en congé de maternité, ça va me remettre dedans un petit peu. Donc, levez la main, on interagit. Là, je veux pas être toute seule à parler devant. Je vais vous donner des choses, mais le but, c'est de faire de l'aller-retour aussi. Donc, l'attachement, donc un petit peu d'historique et la définition de ce que c'est. Sa construction tout au long de la vie. Comment est-ce que, comme parents, comme enseignants, comme éducateurs, comme personnes qui gravitons autour des enfants, on peut les aider à construire cet attachement sécure-là. L'importance de développer l'attachement, donc qu'est-ce que ça amène principalement sur le cerveau. Comment la développer, donc nous, comme éducateurs, comme parents qui gravitons autour des enfants, comment est-ce qu'on peut faire pour les aider? L'impact que ça a sur l'enfant, sur leur comportement et l'impact que ça a sur le parent, parce que, oui, il y en a un, ça rend les choses parfois plus faciles. Un petit questionnement au départ. Je pense que vous avez déjà les affirmations. Donc, vous avez une mauvaise journée, un événement difficile est arrivé, ou joyeux, en fait. Ça ne va pas bien. Parmi vos proches, à qui voulez-vous vous confier? Donc, instinctivement, à qui vous pensez tout de suite? Deuxième affirmation, vous avez un après-midi de libre, vous avez envie de le passer avec des gens que vous aimez bien. À qui est-ce que vous appelez? Avec qui vous avez envie de le passer? Je suis pas mal certaine de ne pas me tromper en me disant que à la première affirmation, vous avez pensé entre 1 et 3 personnes en général. En fait, c'est des personnes avec qui le lien d'attachement est solide, avec des personnes avec qui ce lien-là, en fait, les besoins sont comblés dans ce sens-là. Il y a des personnes qui se retrouvent dans le premier groupe, il y en a qui se retrouvent seulement dans le deuxième, il y en a qui se retrouvent dans les deux. Ça va de soi. En fait, c'est simplement ça. Il y a des personnes avec qui on pense instinctivement quand il se passe quelque chose de gros dans notre vie, mais avec qui on ne passerait pas nécessairement la journée en plein air à être juste nous deux, on n'aurait pas de conversation ou de sujet. Il y a des personnes avec qui on peut faire des activités pendant une fin de semaine complète, mais qui ne nous viendront pas à l'esprit nécessairement tout de suite s'il y a un gros événement, quelque chose une grossesse, un décès, quelque chose de gros qui arrive dans notre vie. Donc, c'est un peu la continuité, en fait, à l'âge adulte, de ce que vit le bébé entre 0 et 1 an, disons, là, jusqu'à 5 ans, ça peut aller. Donc, c'est un peu, c'est ça, c'est la continuité de ce que nos figures d'attachement, finalement, restent en général. C'est celles à qui on pense instinctivement quand on a quelque chose qui arrive dans notre vie. Donc, une définition et une histoire. Donc, l'attachement,
C'est Nicole Guédonné qui nous donne cette définition-là que je trouvais assez simple, en fait. Donc, être attaché à quelqu'un signifie qu'en cas de détresse ou d'alarme, donc pour un enfant en général, on recherche la proximité et la sécurité qu'elle apporte, de la figure spécifique à laquelle on est attaché. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, je tombe, je me fais mal, j'ai peur de quelqu'un, tout de suite, le réflexe, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de « Oh, OK, ouais, papa, maman, ils sont là, qu'est-ce que… » Non, on s'en va directement vers la figure d'attachement qui est la seule, en général, qui en a seulement qu'une, en fait. Et à un âge assez jeune, en général, il n'y en a qu'une seule et c'est celle-là. Elle n'est pas remplaçable, elle n'est pas interchangeable. Donc, c'est ça. Il y a une figure d'attachement primaire qui est celle qui se forme durant les premières années de la vie. Et il y a, en fait, la figure d'attachement, en général, ici, en Amérique du Nord, ça se trouve être la mère. Parce que c'est celle qui prend le congé de maternité, en général, 0-6 mois, parfois l'année complète, souvent. Ça peut être n'importe quelle autre personne, en fait, en autant qu'elle réponde aux besoins de l'enfant en bas âge, qu'elle soit constamment là, qu'elle réponde souvent, rapidement et qu'elle soit présente physiquement, en fait. La figure d'attachement secondaire se forme en même temps, en fait, mais et durant d'autres périodes de la vie. La première reste toujours et souvent la primaire, mais celles qui sont secondaires, donc grand-papa, grand-maman qu'on voit toutes les semaines, tantes et oncles qu'on voit souvent, cousins et cousines, quand l'enfant arrive à un âge scolaire, enseignants, éducateurs, éducatrices, enseignantes, toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant quotidiennement finissent par être des figures d'attachement secondaires. Un petit historique, là, c'est rien de très élaboré. Comme je vous disais, c'est John Bowlby qui a écrit plusieurs livres aussi sur l'attachement. Si ça vous intéresse, c'est la référence, en fait. C'est lui qui a mis sur pied la théorie de l'attachement entre 58 et 83. On a Mary Ainsworth et Mary Main, qui sont une chercheure et son étudiante, qui ont développé, à partir de la théorie de Bowlby, qui ont développé les 4 styles d'attachement que je vais vous montrer juste après. Donc, ils ont travaillé à partir de cette théorie-là et l'ont étoffée finalement pour vraiment lui donner une ampleur, l'ampleur qu'on a en ce moment. Les 4 styles d'attachement ont été élaborés par Ainsworth à partir du paradigme de la situation étrange. C'est une situation, en fait, qu'elle a mise en place pour évaluer les enfants qui, à peu près à 1 an, pour savoir quelle était leur réaction au départ de la mère. Donc, je vous explique un petit peu, là. C'est 8 blocs, et pendant un de ces blocs-là, en fait, l'enfant est avec sa mère, donc dans une pièce type, une pièce avec des jouets, et comme il est avec sa figure d'attachement, il joue, il est en sécurité, tout va bien, il joue. Pendant un de ces blocs-là, il y a un étranger qui entre dans la pièce, on s'assure que l'enfant le voit, et la mère s'en va pour environ 3 minutes. Et au départ, ce qu'Ainsworth voulait aller vérifier, c'est quelle est sa réaction quand il voit sa mère partir et qu'il est seul avec l'étranger. Ce qu'elle a découvert, en fait, c'est que ce qui était le plus intéressant dans cette histoire-là, c'est le retour de la mère. Donc, après 3 minutes, la maman revient et que je me souviens plus si l'étranger s'en va ou reste, là, mais ça donne des choses, ça a donné, en fait, lieu à 4 styles d'attachement qui sont les suivants. En fait, ce que j'ai écrit à côté, c'est le discours interne de ce qu'un enfant peut se dire. Et c'est pas à prendre comme… Là, ils sont en bloc, là, c'est comme ça qu'on les présente, mais il n'y a rien de fixe, il n'y a rien d'ancré non plus. Ça peut voyager les uns entre les autres. Ça peut être sécurisant avec un côté anxieux, avec un côté évitant. Donc, t'es pas un enfant complètement sécure, un enfant complètement évitant. Il y a souvent des variantes. Donc, au retour de la mère, l'enfant avec un style d'attachement sécurisant, et il a cherché sa mère pendant qu'elle n'était pas là, il n'était pas bien avec l'étranger, sa mère revient, la maman le prend, le réconforte, il est réconforté assez rapidement et souvent, il peut retourner jouer. Il est assez en confiance pour retourner. Donc, c'est un enfant qui se dit « je suis valable, je mérite qu'on s'occupe de moi ». Il y a des gens qui sont capables de me réconforter, ça va bien, maman est revenue, cette personne-là, je sais qu'elle me réconforte, je peux retourner.
Les enfants avec un attachement évitant cherchent leur mère pendant qu'elle n'est pas là, mais lorsqu'elle revient, évitent le sentiment qu'ils ont vécu pendant qu'elle n'était pas là, donc font comme si rien ne s'était passé. Donc, ils évitent leur état émotionnel à ce moment-là. Et c'est des enfants qui ont un discours interne plutôt. Donc, si je manifeste mon besoin à quelqu'un, si je suis en détresse, je pense que je vais déranger ou on m'a déjà fait sentir que je suis rejetée. Donc, il vaut mieux cacher mes affaires, là, je vais m'arranger tout seul. L'attachement ambivalent, ce sont des enfants qui pendant l'absence de la mère, la recherchent, mais lorsqu'elle revient, la mère essaie de les réconforter et là, ils gesticulent, ils frappent, ils veulent rien savoir. Et ce sont des enfants qui, finalement, doivent crier haut et fort pour être réconfortés. Donc, pendant que la maman essaie de les retenir, il y a proximité physique, il y a attention aussi. Et celui qui est désorganisé, c'est un enfant qui, en l'absence de la mère, la cherche, mais lorsqu'elle revient, il ne sait pas trop comment l'approcher, de biais, il ne sait pas quoi faire, il est en fait désorganisé, il ne sait pas comment approcher la figure d'attachement. Ça donne un petit peu, c'est les 4 styles qu'on voit qui peuvent nous aider finalement. Comme enseignante, moi je l'utilise souvent, c'est quand on est capable d'aller voir quel genre de style d'attachement l'enfant a, on peut souvent ajuster nos interventions en fonction. Donc, c'est un petit topo, là. C'est rien de... Donc, sa construction, je suis passée vite, au long de la vie. La phase émergente de l'attachement, donc les premiers mois, de 0 à 6 mois, c'est pas de l'attachement, il n'y a pas de relation d'attachement, on parle de pré-attachement. Donc, c'est là où se développe la synchronie entre la mère et le bébé. C'est là où on commence à... Le bébé pleure, il y a quelqu'un qui vient le voir. À cet âge-là, les enfants ne voient pas très, très bien. Donc, les signaux ne sont pas orientés vers quelqu'un en particulier. Ils sont au monde entier pour que quelqu'un vienne. Donc, j'appelle la famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me voir? En général, c'est toujours la même personne, elle fait les mêmes gestes, elle dit les mêmes choses. Donc, c'est à partir de 6 mois après ça qu'elle va tomber qu'elle va être promue finalement comme figure d'attachement principale. Où est-ce que je suis rendue? Pardon. Oh, j'ai une vidéo là-dessus. Je vous montre ça. J'ai mis des livres en arrière. Ce sont tous les livres, en fait, que j'ai lus, en général, pour la maîtrise. Et elle en fait partie. Elle s'appelle Catherine Guéguen. C'est une référence dans les neurosciences affectives et sociales. Si vous avez quelqu'un à googler, c'est son nom qu'il faut mettre. Il y a plein de vidéos, elle a sorti plein de livres. Je vous laisse écouter. Je vais juste vérifier à quel temps, 5h35. Donc, c'est un petit 2 minutes. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Je sais qu'il y a comme une controverse sur ça. On laissait pleurer les bébés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que je vais comment ça s'appelle? L'échapper? Si je vais tout le temps le voir, mais là, il va tout le temps faire ça. Il sait, tu sais. Mais on n'est pas là-dedans du tout avec la théorie de l'attachement. Catherine Guéguen le dit très bien. Le maternage, en fait, permet au cerveau de maturer. Et le cortex préfrontal, ce dont elle parlait, c'est la fonction, c'est la zone du cerveau qui se développe la dernière. Et c'est celle qui aide c'est celle qui permet les apprentissages, c'est celle qui permet l'inhibition, c'est celle qui permet de voir les contextes sociaux. Donc, non, j'irai pas, finalement, elles sont en train de parler. Donc, savoir comment agir en société, c'est là où ça se passe. C'est le dernier. Donc, c'est pourquoi les enfants en bas de 7-8 ans n'ont pas beaucoup d'inhibition en général, ne sont pas capables de contrôler leurs émotions. Donc, quand c'est des colères, c'est des énormes colères. Quand c'est des tristesses à se rouler par terre. Quand c'est des joies aussi, c'est des joies incontrôlables où on saute au plafond. Donc, c'est ça pourquoi le maternage est important.
à partir de la naissance, finalement. À ce moment-là, c'est par la qualité et la régularité des réponses de ses parents que l'enfant intègre les rythmes de jour et de nuit. Parce qu'il se sent aimé et qu'il imite les parents, il devient capable de contrôler ses émotions et ses comportements. C'est aussi à partir de 3 mois où on doit, qu'il est important en fait que l'enfant vive l'expérience d'attendre, de ne pas avoir une réponse dans l'instant. Entre 0 et 3 mois, on doit répondre rapidement, adéquatement et le plus vite possible, le plus souvent possible, en fait, tout le temps. À partir de 3 mois, c'est là où on peut commencer à laisser 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. C'est là où l'enfant va intégrer, si le parent a répondu à toutes les fois, il se dit « Ouais, OK, ça va pas, là, j'ai quelque chose qui marche pas, mais je le sais qu'elle va venir. Elle n'est pas là, mais je vais attendre un petit peu. » Donc, ça crée un système de confiance chez l'enfant. Il a confiance en la réponse du parent. C'est ça. Donc, c'est un paradoxe entre, pour apprendre à être patient, à attendre, finalement, l'enfant doit, au début, avoir reçu les soins nécessaires le plus rapidement et le plus adéquatement possible. C'est à 6 mois aussi, comme son cerveau se développe de plus en plus, qu'il voit de mieux en mieux, qu'il reconnaît de mieux en mieux les visages, c'est là où on voit apparaître l'angoisse de séparation. C'est à ce moment où vous êtes, figure d'attachement, la seule personne au monde qui est capable de materner et de consoler votre enfant. Ça peut jouer, là, ça peut être un petit peu avant, déborder un petit peu après. Là, entre 6 et 8 mois, en général, c'est là où on voit le plus fort de cette angoisse-là. Donc, l'enfant, sans hésitation, si sa figure d'attachement principale est dans la pièce et qu'il arrive quelque chose, il se dirige sans y penser vers elle. La peur des étrangers arrive aussi en général. Donc, au début, ils font des sourires à peu près à tout le monde. Ils réagissent au babillage, au regard des étrangers. À partir de 6 mois, ça s'en va. Et on voit l'exploration commencer. Donc, d'habitude, à ce temps-là à ce temps-là de la vie, il commence à se déplacer un petit peu plus, à avoir un peu plus d'interaction avec son environnement proche. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va commencer l'exploration. Donc, vu qu'ils se sentent en sécurité, ils peuvent aller voir le reste du monde. Le rôle du père, parce qu'il a son rôle à jouer là-dedans, en fait, ce que Paquette dit, il nomme la relation avec le père la relation d'activation. Parce qu'en général, c'est une relation qui amène l'enfant à s'énerver, finalement, à s'exciter. Donc, il se dynamise, il va chercher d'autres façons de jouer. Il s'active, il va explorer le monde, il lui donne un sentiment d'être invincible un petit peu à son rythme à lui. Mais si le père a une qualité de présence, s'il est là, même si ce n'est pas la figure d'attachement principale, donc s'il y a une qualité de présence à partir des premiers mois, il va faire partie de la vie de l'enfant. Contrairement à la relation avec la mère, en fait, qui est plus une relation pour apaiser l'enfant, pour calmer, pour réconforter. L'enfant, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il hiérarchise ses figures d'attachement. L'attachement et l'amour, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pas parce que vous êtes le papa et que vous êtes deuxième à passer, quand l'enfant se fait mal, il s'en va vers maman tout de suite, et il passe tout droit à côté de vous. C'est pas à cause de ça. C'est pas parce qu'il vous aime moins. La figure d'attachement, c'est une des dimensions, en fait, de ce que c'est que la parentalité, de la relation parent-enfant. Et là, il les hiérarchise parce que lui, c'est ça, la personne qui a répondu le plus, le mieux et le plus souvent, le plus rapidement à ses demandes, à ses besoins, c'est elle qui fait office de figure d'attachement principale. Et donc, maman et papa sont dans la même pièce, l'enfant tombe, il va aller vers maman. Papa est quelque part où il y a des étrangers, où il y a des gens peu connus de l'enfant, il va aller vers papa. Il va instinctivement vers sa figure d'attachement, la première dans sa hiérarchie. Et c'est ça. Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est vraiment, c'est autre chose. C'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est autre chose. C'est pas la même dimension. Donc, l'importance, j'ai pris ça dans un des livres
je pense, Joël Monzé, si je ne me trompe pas. C'est une citation de Siegel qui a une façon très imagée d'illustrer comment est-ce que les relations qu'on a avec les enfants font faire des connexions, font faire des choix de connexion au cerveau. Et voilà, ça se trace et ça reste en général. Je vous lis la promenade au lac. Vous vous promenez au printemps à flanc de colline et vous avisez un petit lac en contrebas qu'il vous tente d'approcher. L'herbe vient de repousser après la fonte des neiges et vous êtes face à une étendue que personne n'a encore foulée. Vous tracez donc votre propre chemin vers le lac et au retour, vous aurez sans doute à cœur de l'emprunter en sens inverse afin de ne pas écraser davantage de végétation. Les promeneurs qui viendront ensuite auront probablement le même réflexe de passer sur les traces que vous avez laissées et assez rapidement, un chemin apparaîtra qui rendra peu probable que quelqu'un s'aventure de marcher ailleurs. En fait, ce que ça veut dire, c'est que, comme parents, on est le filtre un petit peu des connexions qu'on fait faire au cerveau de notre enfant, finalement. Donc, si j'ai une relation bienveillante avec mon enfant, si quand il se fait mal, je vais le réconforter, ça va aller, ou je le laisse aller, je le réconforte et ensuite ça va, il va s'attendre à ça. C'est ce chemin-là qui va être tracé. Si, au contraire, voyons, là, c'est pas grave, oui, continue. Il va s'attendre à ça aussi, et là, il va se sentir un peu, et on ne tient pas compte finalement de l'enfant, du ressenti de l'enfant en tant que tel. Donc, c'est les réponses, dans le fond, que vous donnez à votre enfant directement, vont donner les balises pour ses relations futures. C'est ça qui va, donc si vous répondez avec bienveillance, il va être bienveillant, on va le voir juste après avec les neurones miroirs, mais il va développer cet instinct de bienveillance-là et il va l'être avec les autres aussi. Les neurones miroirs, en fait, quand on côtoie des enfants, on sait très bien que les enfants imitent les adultes. C'est quelque chose qu'ils font sans s'en rendre compte nécessairement. Donc, à l'école, on sait que les enfants jouent aux professeurs et en général, on se reconnaît assez bien dans leurs imitations. Donc, c'est Guéguen qui nous donnait, en fait, non, c'est Molenberg, dans Guéguen, qui nous donnait cette définition-là. Donc, l'enfant imite l'adulte par l'intermédiaire des neurones miroirs. Ces cellules cérébrales qui servent à imiter les gestes, les actions d'autrui. Les adultes sont donc des modèles. Je voulais vous parler de ça parce que c'est vraiment une des principales choses qu'il faut, dans la théorie de l'attachement, on est le modèle principal pour les enfants. Si on souhaite des enfants empathiques, on devrait être empathique avec eux. Donc, on leur montre comment agir. Donc, oui, on leur montre ça, c'est une chaise. Ceci est quand l'enfant commence à avoir du langage, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. L'enfant nous pointe, c'est un lutrin, c'est une chaise, c'est une table. C'est la même chose ici. On met des mots sur des choses que l'enfant ne connaît pas encore, mais qu'il ressent, puis il ne sait pas comment gérer ça finalement, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Et je vais... Oups! Je vais vous montrer. En fait, ce que les chercheurs ont identifié avec certitude, c'est que les neurones miroirs se retrouvent dans une zone du cerveau qui gère la motricité. Ça, c'est certain. Ce qu'ils voient aussi, qui ont pas, les études que j'ai lues, les livres que j'ai lus ne sont pas clairs là-dessus, mais c'est qu'il y en aurait à peu près partout dans le cerveau. Donc, par rapport au langage, mais aussi par rapport à tout ce qui est relations interpersonnelles et façon d'agir. C'est un petit vidéo. Donc, voilà. En fait, c'est ça. C'est ce que les chercheurs ont découvert, tout récemment, que ces neurones miroirs-là influencent énormément. Finalement, l'enfant nous observe en tout temps. Même quand il est tout petit, même quand il ne peut pas bouger, ce qui a été découvert, c'est que les circuits, les mouvements s'intègrent de façon miroir, finalement, avec ce que nous, on fait dans la vie devant lui. Donc, ce qu'il nous voit faire.
Il y a aussi des neurones, en fait, pour le langage, justement. Avec mes enfants, j'ai un 5 mois et j'ai un 2 ans et demi. Et cette semaine, je changeais la couche du plus grand et j'avais le plus petit qui était dans la pièce d'à côté. Et tu sais, quand je suis loin et que j'ai besoin de faire autre chose, de finir avec le petit pleure, ben, je dis « OK, ça va Charlie, tu sais. » Le plus grand est sur la table à langer et là, je suis en train de changer sa couche et le petit se met à pleurer. Et là, mon Arnaud, qui a 2 ans et demi, il dit « Charlie, ça va, on s'en vient. » Donc, il avait intégré que lorsqu'un bébé pleure, on doit faire quelque chose, finalement. Donc, c'est un truc qu'il a intégré et qu'il va probablement reproduire avec ses enfants. C'est juste des petits mots, finalement, là, mais c'est un réflexe qu'il a eu. C'est pas poser de questions. Il s'est juste dit « Oh, bébé qui pleure, on va le réconforter, on va lui dire des mots gentils, on va lui dire qu'on s'en vient, que ce sera pas long. » Donc, c'est par les neurones miroirs. Ouh! Bon, je vais vous le lire. Je ne sais pas si c'est sorti comme il faut sur le PowerPoint. Moi, il est correct. On verra. Je vais vous le lire. Dans le fond, c'est un espèce de petit poème que j'ai trouvé, en fait, qui m'a été présenté pendant ce cours sur l'attachement, la relation d'attachement, que j'ai trouvé assez parlant et qui finalement regroupe bien ce qu'on a comme impact. Des fois, on n'est pas conscient de l'impact qu'on a sur les enfants, mais ça va comme suit. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu accrocher mon premier dessin au mur et j'ai voulu immédiatement en produire un deuxième. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu nourrir un chat perdu et j'ai compris qu'il fallait être bon pour les animaux. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu préparer mon gâteau préféré, alors j'ai compris que les petites choses sont très importantes dans la vie. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu préparer un repas et aller le porter à un ami qui était malade ou qui en avait besoin, et j'ai compris qu'il faut s'entraider les uns les autres. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu nettoyer la maison et voir aux besoins de chacun de nous, et j'ai compris qu'il fallait respecter les autres et prendre soin de ce qui leur appartient. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu prendre tes responsabilités au sérieux et j'ai appris à être un adulte responsable. Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai vu des larmes dans tes yeux et j'ai compris qu'il y a des choses qui nous font souffrir et que l'on peut pleurer. Lorsque tu ne me regardais pas, je te regardais et je voulais te dire merci pour toutes les choses que je t'ai vu faire pendant que tu ne me regardais pas. Donc, même quand on n'est pas en train d'enseigner, de materner, d'avoir un contact direct avec notre enfant, il est là, il intègre ce qu'on fait, il intègre ce qu'on dit. Donc, on est des modèles tout le temps. Tout le temps. On n'a pas de pause. Et les crises. Les crises, je vous recommande le livre d'Isabelle Filiosa. Il est en avant si vous voulez aller le consulter tantôt. J'ai tout essayé. C'est un petit bijou de savoir juste comment faire autrement avec les enfants en crise. Donc oui, votre enfant vous garde ces crises parce qu'il se sent en sécurité avec vous. Et j'avais envie de, justement, Filiosa, qui ne va pas de main morte, en fait, sur ça, finalement. Donc, votre enfant est un mammifère. Certes, il n'y a plus de prédateurs, mais il ne sait pas encore et le programme est inscrit dans ses circuits cérébraux. Tout mammifère attend sa maman pour exprimer sa détresse à grand bruit. En l'absence de maman, mieux vaut ne pas trop se manifester. Quand maman, la sécurité revient, on peut décharger les tensions accumulées. Le même processus est à l'œuvre quand votre petit est infernal avec vous le soir, alors que tout s'est divinement bien passé à la garderie ou à l'école. Il a enduré les situations de stress, traversé tout ça sans rien montrer pour ne craquer qu'à votre arrivée. C'est dur à vivre pour les mamans et les parents en général qui peuvent avoir l'impression que leur enfant leur garde tout ça, leur garde le pire finalement. Et j'avais quelque chose à vous montrer, une autre ressource que je trouve super intéressante, je ne sais pas si vous la connaissez, Mélanie Bilodeau, qui est psychoéducatrice, qui a fait une capsule là-dessus, je vais vous la montrer. En fait, c'est exactement la même chose que Filiosa dit. Elle vous donne un petit truc, une façon de faire aussi pour essayer d'atténuer ces crises-là, de retour à la garderie dès qu'on met le pied à la maison.
Donc, ce qu'elle dit, c'est à peu près le même discours qu'Isabelle Filiosa. Et ce qu'elle donne comme conseil, c'est de prendre le temps en arrivant à la maison. C'est pas toujours facile, surtout quand on a plusieurs enfants, qu'on arrive à 4h30, 5h, 5h30, que c'est l'heure du souper, le bain, le dodo, la routine. Mais c'est très important de prendre le temps avec l'enfant pour qu'il sente qu'on est là, finalement. Parce que là, on arrive à la maison et finalement, on est plus ou moins avec lui parce que là, on est en train de faire le souper, on gère le petit en arrière, lui est tout seul à la table à jouer à la pâte à modeler, mais il n'y a rien pour déverser son lot de frustration de la journée. Et ce qui arrive, c'est qu'on ramasse la pâte à modeler dans les fenêtres, en dessous de la table, colle un petit peu partout. Et c'est sa seule façon de décharger, finalement, de décharger toutes les tensions qu'il a accumulées durant la journée. Donc, c'est important de le faire. 10 minutes, des fois 15 minutes, prendre le temps d'être avec lui, ne serait-ce que même l'impliquer dans le souper, dans la fabrication du souper, dépendamment de l'âge qu'il a finalement. On lui donne des tâches, on est avec lui et on l'aide à juste revenir à la routine. Et en général, ça atténue beaucoup les crises de retour de garderie. Comment développer l'attachement avec son enfant? Je pense que vous n'avez pas la même photo. En fait, ce que j'ai fait, c'est je l'ai changé parce que ça nous donne, en fait, les 4 dimensions d'où on peut, à partir desquelles on peut, tout dépendant de l'âge de l'enfant, à partir desquelles où on peut travailler, finalement, changer nos façons de faire. Le premier, c'est le holding. J'ai pas j'ai pas trouvé vraiment de traduction, en fait. C'est Sears. J'ai 2 livres de lui en arrière, The Baby Book and The Fussy Baby Book. Il a fait une panoplie. Il a dit Attachment, pardonnez mon anglais, Attachment Parenting Book, je crois. En tout cas, il y en a vraiment plusieurs. C'est une famille de médecins. Le papa et la maman, le papa est docteur, la maman infirmière. Ils ont 2 ou 3 enfants qui sont dans la médecine aussi, sur 8. Donc, ils ont joué un petit peu de chance. Ils ont à peu près 3 enfants avec qui ils travaillent. Il y a des capsules, il y a plein de livres, en fait, qui ont été très productifs. Et l'avantage, bien, pas l'avantage, mais ce qu'ils ont de particulier, c'est que ce sont des cliniciens, mais ils font de la médecine familiale. Donc, tout ce qui est dans le livre, c'est des extraits de famille, de ce qu'ils ont vécu, eux, comme parents, de ce qu'ils ont entendu des parents venir consulter pour eux. Donc, c'est très, très parlant parce que c'est très proche de la réalité en général des parents. Il y a 5 points pour développer le holding. Il nous en donne 5, en fait. Donc, la proximité physique le plus souvent et le plus rapidement dès la naissance. On le voit de plus en plus là, dans les hôpitaux, dans les maisons de naissance. En général, dès que le bébé naît, sur la poitrine de maman le plus rapidement possible. Ça favorise en fait la synchronie, cette espèce de danse là. Donc l'enfant réagit à l'odeur de la mère, à sa voix aussi, et donc il est capable de plus. Le lien se fait plus rapidement, la synchronie se fait plus rapidement, l'espèce de danse entre je reconnais ce que mon enfant veut me dire, de quoi il a besoin. Croire aux pleurs de bébé, lire et répondre, c'est ce dont on parlait tantôt. L'enfant, en fait, ce qu'il disait, je vais le traduire là, parce que mon anglais n'est pas très bon. Un bébé qui crie ou qui pleure et que ses pleurs ne sont pas entendus et répondus ne devient pas un bon bébé. En fait, il va devenir, oui, silencieux, mais il ne deviendra pas un bon bébé. En fait, il devient un bébé résigné. Il apprend, en fait, la seule chose que comme parent, on ne veut pas qu'il apprenne, c'est qu'il ne peut pas communiquer ce qu'il ressent. Voilà. Ça va en lien avec répondre aux pleurs du bébé, avec le materner, ce qui fait maturer son cerveau et ce qui l'amène à être capable d'être patient, à être capable d'attendre à partir de 3 mois, ce dont on disait tantôt. L'allaitement, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, en fait. Des fois, c'est un choix, des fois, ça n'en est pas un. Mais ça permet, en fait, la proximité physique. Encore une fois, on revient à la synchronie entre la mère et le bébé. Ça développe le peau à peau. L'allaitement est le seul aspect du maternage que le père ne peut pas faire.
parce qu'il peut donner le bain, faire les jeux, les repas, le réveil, l'endormissement. Il ne peut pas directement allaiter, on s'entend, mais il peut indirectement mettre en place le calme, mettre la maman relax. En fait, il peut, par le biais de la maman, aider à l'allaitement, donc favoriser. Le portage, parce que ça aussi, finalement, c'est du holding, c'est de la proximité physique, c'est encore de la synchronie. C'est très ça devient, je pense, de plus en plus populaire, merci, dans notre société occidentale. Ça l'est énormément, en fait, dans d'autres pays. Et ce que Sears disait, c'est qu'il avait interviewé une maman d'un autre pays, je me souviens plus trop où, mais la maman disait, ben c'est bon pour le bébé, puis moi, ben ça me libère les mains. Voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on s'en priverait finalement. Et dormir proche, c'est un autre sujet qui est un petit peu controversé. En fait, je pense que c'est le cododo, si je ne me trompe pas de terme, là, celui où le bébé dort avec la maman dans le même lit. Ce que Sears nous dit, c'est que si c'est de cette façon-là que maman, bébé et toute la famille dorment le mieux, c'est la façon qui fait en sorte que vous êtes le mieux. Allez-y, c'est une décision très personnelle. Rendu là, je pense que ce qui est favorisé, c'est au moins dormir dans la même chambre pour que le bébé entende votre respiration, sente un petit peu votre odeur. C'est ce qui est le plus recommandé. Et j'avais lu quelque chose qui m'avait un petit peu secouée. En fait, c'est Isabelle Filiosa qui ne mâche pas ses mots avec ça. Donc, elle, dans le fond, ce dont elle parle, finalement, c'est de faire dormir le bébé dans une pièce autre que celle des parents. Donc, elle dit qu'imposer à un nourrisson de dormir sans les bruits de respiration de ses parents, sans l'odeur de sa mère, est une violence qui lui est faite au nom de la tranquillité de l'adulte. La séparation précoce ne conduit pas vers l'autonomie, mais vers la peur de l'abandon et la dépendance relationnelle. L'autonomie, c'est la base sur un sentiment de sécurité. Et le sentiment de sécurité, c'est quand le bébé sait qu'on répond régulièrement et qu'on répond toujours à ses besoins. Donc, c'était un petit peu raide, disons, comme elle l'a dit, mais c'est son opinion et ça vient concorder, en fait, avec Sears, avec plein d'autres auteurs qui nous parlent de l'attachement. Le caregiving, en fait, c'est un comportement, c'est le caregiver, c'est le donneur de soins, finalement. C'est important de dire aussi que la personne qui donne les soins, le bébé, en fait, c'est lui qui développe l'attachement. C'est pas le parent. Le parent est le protecteur, assure la protection, la sécurité, et c'est le bébé qui développe l'attachement. Donc, le caregiver, c'est celui qui donne les soins. Il est activé par les pleurs du bébé. Il est activé par un signal de détresse, de vulnérabilité de la part de son enfant. Les comportements qu'il peut avoir, en fait, un regard, une organisation dans la proximité. Donc, est-ce que je peux me rapprocher physiquement de mon enfant? Le toucher, le contact et la structuration du comportement. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ce besoin-là? Un sentiment de plaisir, de satisfaction et de soulagement quand on réussit à « OK, j'ai trouvé qu'est-ce qui se passait, ça va mieux ». Et un petit peu de colère, de tristesse, d'anxiété, d'impuissance quand on a tout essayé et que finalement, il n'y a rien qui fonctionne. Les qualités d'un caregiving finalement sécurisant, c'est la sensibilité aux besoins d'attachement, donc la disponibilité émotionnelle, la consolation, le réconfort quand il y a besoin et apaisement. Et là, je vous pose une autre question. Quelle est la différence entre mon caregiving du dimanche matin relax avec mon café et mes enfants à la maison et celui du vendredi soir en revenant de travailler? On n'est pas dans le même état d'esprit, on n'est pas dans le même apaisement, hein? On n'est pas toujours le bon modèle. Mais en fait, on est des modèles aussi même quand on dérape. Finalement, si je me rends compte que j'ai crié après mon enfant, parce que là, je reviens de la maison, on est dans la voiture, puis maman, j'ai faim, maman, on arrive-tu? Et là, je pète ma couche. Oh, pardon, ça sonnait fort. Je peux rattraper, en fait, ça
en étant un modèle en exprimant mes émotions. On parlait tantôt du langage, hein, comment est-ce qu'on donne les mots on met les mots sur les choses. On peut mettre les mots aussi sur les émotions. Parce que les enfants vivent tout ça, ne savent pas comment gérer ça, ne savent pas c'est quoi cette colère-là, cette tristesse-là qui monte. Et, dans le fond, nous, en étant transparents, en nommant ce qu'on vit à ce moment-ci, eh bien, on devient un modèle pour eux. On met les mots sur les choses et sur ce qui est ressenti. Et par la suite, ça amène l'enfant finalement à mettre des mots. Au lieu de péter sa coche, il va dire « Là, maman, je suis fâchée, là. Je suis fâchée parce que j'ai pas mon lait. » Bon, voilà. Donc, au lieu de déraper, finalement, on réussit à lui faire mettre des mots sur... Et c'est le but de toute chose, finalement, qu'il soit capable d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il veut. On a Nicole Guédené. En fait, c'est un autre petit vidéo. Oh mon Dieu, il y a déjà 5 ans. Je pense que je vais le passer, finalement, pour ne pas dépasser l'heure. C'est du mirroring. En fait, c'est la façon dont on répond aux enfants. Quand un enfant se fait mal, en fait, ce qu'on fait comme parents, on le fait, comme éducateur, dès qu'on travaille avec des enfants, on le fait. On a tendance à répéter un petit peu l'émotion de l'enfant sans avoir l'état émotionnel en dedans de nous. Donc, ça a pour but, finalement, de réconforter l'enfant, de se dire « OK, c'est bon, là, c'est ce que je vis, c'est vraiment ça », sans en ajouter, finalement, par-dessus sa tristesse ou par-dessus sa colère à lui. L'effet miroir, en fait, on revient finalement aux neurones miroirs qui sont très, très importantes dans le développement des enfants. On parle de bienveillance. Bienveillance, empathie, la référence, c'est vraiment Catherine Guéguen, celle qu'on a vue en premier, je pense, le premier vidéo. Donc, la bienveillance, c'est être bienveillant, c'est porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu'ils se sentent bien et en y veillant. Donc, veiller au bien d'autrui. L'empathie, c'est une capacité qui permet de détecter et de répondre aux signaux émotionnels d'autrui, capacité nécessaire pour survivre, se reproduire et avoir du bien-être. Et donc, dès qu'on est bienveillant, qu'on est empathique, on le fait vivre à notre enfant et c'est ce qu'il va développer lui aussi. Oups! Le dernier est celui qui, je crois, est peut-être le plus facile à mettre en œuvre avec peu importe l'âge de l'enfant avec lequel vous travaillez, c'est la mentalisation. Finalement, c'est mettre des mots sur le ressenti. J'en ai parlé un petit peu de toute façon avant. C'est de mettre des mots sur le ressenti, sans nécessairement interpréter. Il faut faire attention à ne pas essayer de faire de la lecture de pensée. Finalement, là, lire dans les pensées de l'enfant puis se dire, OK, il doit se sentir comme ça, mais juste ce qu'on voit. Donc, j'ai mis quelques exemples. C'est difficile pour toi en ce moment. Ça ne va pas pour toi actuellement. Ça ne va pas comme tu le voulais ou comme tu le voudrais. Tu ne voulais pas ça. Tu es en colère parce que tu n'as pas pu sortir à la récréation. Tu es joyeux parce que tu as réussi à bien accomplir cette tâche. Tu es triste parce que tu ne voulais pas lui faire de mal en la poussant. Ce sont toutes des affirmations qui, finalement, mettent des mots sur ce que l'enfant vit et l'aident à mieux se comprendre, finalement. Je vais vous faire, celui-là, je vais vous faire écouter. C'est une petite minute. Oups. C'est Guédené qui nous parle. J'espère que celui-là va fonctionner, en fait. Bon, ça ne marche pas. Parfait. Voilà. Donc, le bébé s'adapte et nous nous adaptons comme parents en faisant de la mentalisation. On est, en fait, de mentaliser, c'est le début de l'empathie, finalement. On met des mots, on ressent ce que l'autre peut ressentir sans être submergé par son émotion à lui. C'est facile à dire, c'est pas souvent facile à faire, je vous dirais. Moi, je l'ai mis en pratique beaucoup dans ma classe. On est plus détaché un petit peu des enfants, ce ne sont pas les nôtres. Donc, c'est plus facile de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et
l'expérience que j'ai, c'est que le visage de l'enfant change. Quand on lui dit « Je comprends que tu n'as pas voulu le faire, que tu avais besoin de telle affaire ou que tu n'as pas su le dire autrement », son visage se transforme un petit peu et il a de l'air de se dire « Oh mon Dieu, a compris ». On n'est pas dans la punition, on est dans le « tu ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là ». C'est des enfants qui ont souvent besoin justement de modèles, ils ont besoin de se faire guider dans la bienveillance, dans l'empathie, ils ont besoin de se faire guider sur qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Comment je peux le dire? Comment je peux faire pour ne pas frapper et aller demander? Donc, on est là-dedans avec la mentalisation. C'est ça. Dans le fond, c'est pas si facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire plutôt. Moi, ce que je conseille finalement, c'est de le faire dans des moments de joie, parce que c'est ce qui est le plus facile. Tu sais, on est moins submergé par notre émotion. Donc, de dire « Hey, ça va bien, tu es arrivé avec une super note cet après-midi, wow, je suis contente pour toi, est-ce que tu as l'air fière de toi? » On commence avec ça parce que c'est plus facile de mettre des mots et on est moins dans l'émotion. Quand arrivera la colère ou quand arrivera la bêtise du smoothie étendu par terre sur le tapis, on aura peut-être une autre... au début, ça demande un petit arrêt. Là. On se dit « Oh, je m'en allais dire quelque chose, je reformule, je remarche et je le ressors. Oh non, tu l'as fait tomber. Est-ce que tu as trébuché? Parfait, tu avais juste pris une gorgée. Oh là là, je vais aller t'en chercher un autre, on va nettoyer ensemble. » Ah, c'est des choses qui arrivent. On n'est pas dans la punition, on est loin de là et on n'est pas dans l'accusation non plus. Donc, l'enfant ne se sent pas pointé du doigt, ne se sent pas rejeté, ne se sent pas victime de tout ce qui arrive finalement, parce que ça se peut que ce soit un accident au final. Et que comme adulte, si on réagit en criant, eh bien, c'est un peu paradoxal de dire à notre enfant de ne pas crier en criant nous-mêmes. Il y a un lien à faire entre les deux et c'est pour ça que la réaction qu'on a à toutes les choses de la vie, finalement, avec notre enfant, va influencer ce que lui va avoir à faire, ce que lui va faire plutôt, comme enfant, comme adolescent et comme adulte par la suite. Il y a des petites activités, en fait, qui se font, j'en ai répertorié quelques-unes, c'est rien de très scientifique finalement, mais c'est des choses qu'on fait quotidiennement, qu'on fait instinctivement en général et qui développent l'attachement finalement. Donc, des massages, des caresses, regarder l'enfant, faire semblant, jouer à la cachette, jouer à coucou. Oui, il y a de la discipline parce que les enfants en ont besoin. Ils ont besoin de spontanéité, ils ont besoin de fantaisie dans la vie, mais ils ont besoin d'encadrement et de limites aussi. En fait, la théorie de l'attachement, ça demande une discipline qui devrait toujours s'exercer dans la chaleur, la fermeté, la sensibilité et la mesure. Des stimulations d'apprentissage, donc le dessin, le casse-tête, la musique, lire et écrire. Je vais aller, je vois que ça file. Les impacts, en fait, on en a parlé pratiquement tout le long. La confiance d'une disponibilité dans la figure d'attachement constitue une sorte de tremplin pour affronter les challenges. Ça permet à l'enfant de développer une vraie autonomie. J'ai souligné vraie autonomie parce que l'autonomie, ce n'est pas de tout faire seul. C'est de savoir ce qu'on peut faire seul et de savoir quand on a besoin d'aide. La vraie autonomie demande une connaissance de soi, demande qu'on ait confiance en quelqu'un à qui on peut aller demander de l'aide sans se sentir rejeté, sans se sentir moins bon, finalement. C'est un peu ce qu'on a vu par rapport au premier mois. Donc, un enfant doit, pour qu'il puisse aller explorer, il doit savoir qu'il y a quelqu'un qui va être là s'il arrive quelque chose. Voilà. C'est une petite figure, en fait. C'est juste pour illustrer, finalement, les mains représentent la figure d'attachement, donc la base de sécurité, et ce que l'enfant peut aller faire. Si la base d'attachement est là, elle sait, en fait, ici, c'est tu me protèges, tu me réconfortes, tu t'émerveilles de ce que je suis, tu organises mes sentiments, tu m'aides à aller... si on fait tout ça, la personne soutient l'exploration sans faire pour l'enfant, on fait avec lui quand il a besoin.
S'il sait que tu veilles sur moi, tu t'émerveilles de ce que je suis, on continue, tu m'accueilles quand je viens vers toi. Donc, quand il se passe quelque chose, tu m'accueilles, je suis protégée et je peux ensuite repartir vers l'exploration. Les impacts sont sur le comportement, le développement et l'intelligence. En fait, le développement et l'intelligence, j'aurais probablement dû les mettre ensemble. Sur le comportement, en fait, si je reviens au neurone miroir, un enfant qui se sent bien, qui est bien avec les adultes avec qui il est, va bien agir, finalement. S'il se sent en sécurité, il va aller vers... c'est ça, il va aller vers les adultes et il va être explorateur, il va se sentir en sécurité, il va agir bien, finalement. Le développement et l'intelligence, en fait, si les enfants, il y a Guéguen qui en a parlé un petit peu, le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée par l'amygdale dans le cerveau et qui, c'est en fait ce qui fait que quand on est stressé, notre cœur va plus vite, qu'on a les mains moites, qu'on se sent un petit peu fébrile. C'est ce qui fait que le système se met sous alerte. Un enfant qui est sous alerte est concentré sur ce qui va le mettre en alerte et n'est donc pas disponible pour les apprentissages et pour tout ce qui est comportemental. Et le cortisol, en fait, est dommageable sur le cerveau à long terme, en grande quantité, parce qu'il bloque les connexions des neurones entre elles. Donc, on le voit beaucoup aussi à l'école, finalement, des élèves qui arrivent à l'école sans avoir mangé ou sans savoir si maman ou papa va être là à leur retour de l'école, n'apprendront pas grand-chose parce que leur système est bloqué. Le cortisol fait en sorte que tout s'éteint et que c'est ça, que tout bloque finalement pour les apprentissages. Donc, ça développe, en fait, ça joue sur le développement du cerveau, ça joue aussi sur l'intelligence dans le sens où les enfants sont moins disponibles pour apprendre. Les impacts sur le parent, le bonding, en fait, qui est la connexion parent-enfant, permet à l'enfant et aux parents de bien se connaître. Donc, c'est une partie, en fait, du holding qu'on a vu tantôt. La connexion atténue le sentiment d'impuissance quand on ne sait pas ce que veut notre bébé ou qu'on ne comprend pas ce qu'il veut. Ce que les Sears disaient, en fait, c'est que quand on sent qu'on a un contrôle sur la relation, pas sur l'enfant, mais quand on a un contrôle sur la relation avec notre enfant, ça devient beaucoup plus facile d'être parent. Ça devient moins inquiétant, moins stressant. C'est une façon qui demande beaucoup de patience, mais qui en vaut la peine à long terme. Parce que cet attachement-là que vous allez avoir avec l'enfant va faire en sorte que ça va rendre votre parentalité, en fait, plus facile, non seulement durant la petite enfance, mais aussi durant l'adolescence. L'attachement varie, en fait, la relation varie avec là où l'enfant est rendu, mais ça permet d'entrer plus facilement en contact avec son enfant et donc, tout au long de la vie, on est capable de jauger. Est-ce que je devrais le suivre dans son char pour savoir où il s'en va? Ou, OK, non, on va être capable de jauger où notre enfant a des besoins. Donc, la discipline sera plus facile, mais pas moins longue. La relation d'attachement demande du temps et de l'investissement, donc ça demande un investissement émotionnel, un investissement de temps aussi. Comme parent, en fait, moi, ce que je fais avec ça, c'est que mon 2 ans et demi s'habille maintenant presque seul. Et j'ai décidé, en fait, de le laisser s'habiller seul. Donc, avec l'hiver qui arrive, là, il y a une panoplie de vêtements à mettre. Et comme parent, moi, je me dis, est-ce que j'ai cette bataille-là à livrer? Non, j'ai envie de le laisser aller. OK, quel manteau tu mets? Parce qu'on a eu plusieurs dons, on a eu beaucoup de parents qui nous ont donné leur chose, et qu'il y a plusieurs manteaux. Fait que le matin, il choisit son manteau. Moi, je veux celui-là. Parfait, on met. Est-ce que tu mets la tuque ou le cache-cou avant? Ah, le cache-cou, parfait, on met la tuque après. On y va comme ça. Comme ça, moi, là, je me prends 10 minutes à l'avance pour le laisser être capable de faire ses choix. Comme adulte, je gère le temps. Et comme enfant, je le laisse gérer sa tuque et son cache-cou. Ça lui donne, en fait, moi, ça m'allège énormément parce que je ne me bats pas avec mon fils pour l'habiller le matin. Ça arrive très, très rarement. Il faut vraiment qu'il y ait eu une très mauvaise nuit.
Mais je choisis cette bataille-là. Je choisis de le laisser choisir sa couleur de peau. Je choisis de le laisser choisir s'il mange avec une fourchette ou une cuillère. Peu importe si après, il va faire comme « Ouais, maman, la cuillère, c'était pas une super idée. Peux-tu me donner une fourchette? » Je le laisse avoir ses expériences, quitte à en prendre un petit peu sur moi en temps et en gestion de tout ça. Finalement, c'est la dernière. Ce qui ressort, c'est ça. Finalement, de la théorie de l'attachement, c'est qu'être parent, ça s'apprend. Et j'ai envie de revenir avec la première chose que je vous ai dit au départ. Il n'y a pas de réponse universelle. L'attachement, c'est une façon de réagir, c'est une façon d'interpréter, d'intervenir avec les enfants. Il n'y a pas de réponse universelle, il y a une réponse pour cet enfant-là, à ce moment-là, avec ce parent-là, et avec l'histoire qu'ils ont à ce moment-là de leur vie chacun, de leur relation finalement. Donc voilà. Sinon, après, ce sont des références. Donc, il y a Mélanie Bilodeau qu'on n'a pas pu entendre, mais elle a une page Facebook. Il y a vraiment beaucoup de petites vidéos de 10 minutes environ. C'est une très bonne verbalisatrice de tout ça. Si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez des livres à lire, c'est les 4 qui ont été le plus parlants, en fait, comme parents, même comme enseignante, c'est les 4 livres qui ont été les plus parlants. On a Isabelle Filiosa, J'ai tout essayé, qui est vraiment bien fait, qui est découpé en tranches d'âge de 1 à 5 ans, qui nous donne vraiment des situations super concrètes de la vie et qu'est-ce qui se passe finalement. Elle nous explique ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant quand il fait telle ou telle action, tel comportement. J'ai juste besoin d'être compris. C'est un Joël Monzé, qui est super bien fait, très, très bien écrit, qui donne aussi beaucoup d'expérience de sa vie. Il y a 3 enfants, qui donne beaucoup il a fait beaucoup de recherches, qui donne des exemples très concrets. The Baby Book, c'est la famille Sears, donc William, Martha, Robert et James, qui ont écrit ce livre-là. Il y en a plusieurs, j'en ai répertorié à peu près 6, je pense. Ils sont très bien faits. Ils parlent beaucoup des expériences qu'ils ont avec les parents, comme en clinique, de leur expérience de parents de 8 enfants. Et encore Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant, qui nous explique vraiment tout ce qui se passe côté relationnel, côté émotionnel chez les enfants. C'est vraiment une super belle Bible à lire. Beaucoup d'exemples encore très, très concrets. Donc, si vous en avez 4 à lire, c'est ceux-là. Sinon, bien, la bibliographie, elle est pleine, elle est complète à peu près de tout ce que j'ai regardé. Les autres, en fait, mis à part peut-être Guéguen, qui sont beaucoup, c'est Catherine Guéguen qu'on a vu dans le premier vidéo. Les autres sont plus techniques, sont plus raides à lire, je dirais. Donc, ceux-là sont peut-être moins intéressants comme parents ou comme... Si on n'étudie pas là-dedans, c'est un peu moins parlant, en fait. Là. Mais vraiment, avec Guéguen et ceux qui sont soulignés, donc ceux que je vous ai présentés tantôt, c'est vraiment des superbes Bibles à se procurer ou à aller simplement lire pour se donner des fois un petit pep et se dire « OK, on va passer au travers, c'est une petite crise de plus, ça va finir. » Donc, voilà, c'est tout. Merci.